Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis tuteur en physique pour le Tutorat Santé Strasbourg et je vais essayer de traiter avec vous une partie du cours de Madame Arsane qui a été dispensée aux élèves correspondant surtout au principe de l'ARMN. Dans ce chapitre, dans ce cours, plutôt dans ce module, on va travailler l'ARMN, ses principes. Cette vidéo est la troisième vidéo du module et je vous invite à aller voir les deux précédentes si vous tombez sur celle-ci par hasard. On va traiter dans cette vidéo la relaxation et l'acquisition. Et les animations sont tirées du site Imaios, un très bon site si vous voulez aller faire un tour pour comprendre l'ARMN et le principe de l'IRM. Les principes, commençons par les principes généraux. On a vu dans la vidéo précédente qu'il y avait 4 grandes étapes: aimantation, excitation, relaxation et acquisition. La relaxation correspond au moment lorsque l'onde radiofréquence est interrompue, la résonance cesse, c'est ce qu'on a vu, le phénomène de résonance lors de l'excitation cesse, et le système de spin restitue de l'énergie pour retourner à l'état d'équilibre. On a vu avec l'aimantation longitudinale au niveau microscopique, les spins qui étaient antiparallèles vont redevenir parallèles, vont revenir dans leur état de faible énergie, et l'aimantation M0 va réapparaître. Deux types de relaxation: la relaxation transversale qui correspond à une décroissance et la relaxation longitudinale qui, pas forcément de façon logique, correspond à une repousse. L'acquisition, nous traitons toujours les principes généraux. L'acquisition se fait par le biais des bobines réceptrices comparables à un aimant tournant et créer un courant électrique. Alors on va voir dans cette petite animation à la fin de cette diapositive, qu'est-ce que je veux dire par là. En effet, c'est comme si vous aviez donc un petit aimant qui tourne devant une bobine électrique qui crée un signal sinusoïdal ou qu'on appelle en anglais free induction decay ou signal de précession libre. L'utilisation de la transformée de Fourier permet de passer du free induction decay à un signal en fréquence, comme on le voit sur cette image. Donc maintenant, on va pouvoir aller voir la petite animation toujours tirée du site Imaios, où on va pouvoir comprendre le principe déjà de l'aimantation transversale et pourquoi on ne peut recueillir exclusivement les variations de l'aimantation transversale. Il faut imaginer que la réception du signal va se faire de façon semblable à un dipôle électrique oscillant en face d'une bobine. On ne pourra percevoir alors que les variations perpendiculaires. De la même façon, la bobine étant parallèle à B0, on ne pourra percevoir que les variations de l'aimantation transversale. On aura donc un signal de précession libre. Pourquoi ? Parce qu'il va être un signal de précession libre sinusoïdal amorti sous la forme d'une exponentielle, car il va y avoir un fort déphasage des spins entre eux. On va voir ce que ça veut dire par la suite. Vous avez donc vu le principe que je stipulais avec l'aimant et la bobine réceptrice qui en fait est la même bobine réceptrice que la bobine émettrice. Reprenons maintenant la relaxation en commençant par comparer vraiment de façon très distincte les deux types de relaxation. En effet, il faut bien voir la différence qu'il existe entre les deux. La relaxation transversale est liée au T2, on verra ce que c'est que le T2. Elle correspond à la relaxation spin-spin, c'est-à-dire les phénomènes de déphasage et de rephasage entre les spins. C'est l'évolution de MXY au cours du temps. Ça, je peux vous l'expliquer déjà dans cette partie, avec cette première vidéo photo diapositive. On peut voir que l'aimantation transversale correspond à l'évolution au cours du temps de MXY. Lors de l'excitation, on aura une apparition d'une composante transversale, sauf pour un basculement à 180 degrés. Et pour la relaxation longitudinale, c'est la repousse de MZ au cours du temps, et donc on aura forcément une diminution lors de l'excitation de la composante longitudinale. Lors de la relaxation, cette composante va repousser, alors que lors de la relaxation, la composante transversale va forcément diminuer.
On note qu'on peut calculer ces composantes par le biais de ces deux formules que je détaillerai plus tard. On va tout d'abord commencer par la relaxation transversale spin-spin. Pourquoi? Parce que c'est deux phénomènes bien distincts. Lors de la relaxation, on a donc tout d'abord, on va avoir une aimantation. Si on récapitule tous les principes généraux, une aimantation, on fait sortir l'aimantation macroscopique de son. On fait sortir une aimantation macroscopique. Ensuite, on la fait sortir de son état d'équilibre par une excitation. Si on les fait à 90 degrés, on se trouve dans cette position-là. Ensuite, il va y avoir deux phénomènes bien distincts. Tout d'abord, une diminution de la composante transversale, puis une repousse de l'aimantation longitudinale. Dans ce sens, c'est pour ça que je traite d'abord la relaxation transversale spin-spin. En effet, spin-spin, on a dit, c'est le déphasage et le rephasage des spins, parce que l'ensemble des spins vont précéder à des vitesses plus ou moins rapides, et donc vont se brouiller entre eux de façon très rapide. L'échelle microscopique, c'est le déphasage des spins à cause des inhomogénéités. En effet, il existe deux types d'inhomogénéité. Les inhomogénéités moléculaires, propres au tissu. On imagine bien qu'il existe des inhomogénéités au sein de l'eau, etc. Mais il existe aussi une inhomogénéité due au champ B0. En effet, le champ B0 a beau être créé par une machine surpuissante, qui est un aimant supraconducteur, il y a toujours des petites anomalies. Et on aura dans ce cas-là des inhomogénéités qui vont faire, on l'a vu, précesser plus ou moins rapidement. Plus le champ est fort, plus le proton va précesser vite. S'il précesse plus vite que son copain, ils vont donc finir par se déphaser. S'ils sont déphasés, l'aimantation transversale disparaît. La relaxation transversale est caractérisée par le T2, c'est le temps nécessaire pour atteindre 37% de la valeur initiale de l'aimantation transversale. On le voit sur ce schéma. Et le T2 est influencé par la viscosité du milieu et les interactions des spins entre eux à l'échelle moléculaire. Parlons maintenant de la composante transversale et de sa façon de la calculer. On a vu dans le tableau qu'il y avait deux méthodes. En effet, on peut calculer avec cette méthode-là, en partant de M0 d'une exponentielle décroissante qu'on voit ici. En fait, lors de la relaxation va se faire par le biais d'une exponentielle décroissante. Là, cette formule, elle est propre à une seule catégorie, à une seule possibilité, c'est avec une relaxation à partir d'un angle à 90 degrés. Pour un angle quelconque, il faut donc utiliser cette formule on retrouve celle-ci à partir de celle-là, car sin de 90 est égal à 1. Maintenant, la relaxation longitudinale spin-réseau. À l'échelle microscopique, c'est le passage des noyaux à un niveau d'énergie plus faible. En effet, on a vu que lors de l'excitation, c'était un passage d'un niveau d'énergie d'un niveau d'énergie up vers un niveau d'énergie down, de faible énergie vers forte énergie, et maintenant, lors de la relaxation, c'est l'inverse, forcément. Et donc, la repousse de l'aimantation longitudinale, et donc cette exponentielle croissante. Le T1 comme le T2 sont des constantes, c'est par convention qu'on les définit, et c'est le temps nécessaire pour que l'aimantation revienne à 63% de sa valeur d'équilibre, retrouvable sur ce graphique. Le T1 est influencé par la viscosité du milieu et l'environnement des protons. On peut donc de la même façon calculer la composante longitudinale avec une première formule qui est utilisable seulement pour un angle à 90 degrés et une seconde formule qui est utilisable pour n'importe quel angle. Les propriétés du T1 et du T2. C'est très important de bien les dissocier. On a donc dit T2 pour la relaxation transversale, le T1 pour la relaxation longitudinale. Le T2 est toujours inférieur au T1, sauf pour l'eau. On le voit en effet dans ce schéma. Le T2 est souvent très faible, compris entre 80 et 150. Ça, c'est une autre propriété très importante à connaître qu'on reverra lors de l'acquisition. Si un premier tissu noté A a un T1 inférieur à un tissu noté B, alors son T2A sera inférieur au T2B. L'acquisition. On a donc vu tout le principe de relaxation. On va maintenant le retravailler en fait, puisque l'acquisition, c'est l'enregistrement de l'onde qui a été émise lors de la relaxation. Donc les deux sont très liés, je les dissocie pour un souci de simplicité, mais en fait ils sont
très lié. Le vecteur magnétique transversal en mouvement est égal au signal RMN. En effet, on ne peut capter que des variations de ce vecteur. S'il y a un vecteur fixe, on ne l'enregistrera pas. Et si on prend la relaxation transversale, petit à petit, elle va diminuer et c'est comme ça qu'on aura un mouvement une onde sinusoïdale qui sera enregistrée par la bobine. Les antennes réceptrices sont les bobines émettrices et donc elles sont parallèles à B0. Et c'est pour ça que, on le verra aussi avec la technique d'inversion-récupération, c'est là que ça pose problème, mais on ne peut enregistrer que, attention, on ne peut enregistrer que les variations du vecteur magnétique dans un plan transversal, où le vecteur magnétique transversal est en mouvement. C'est là qu'on aura un signal RMN. Donc, une petite animation sur l'acquisition pour vous permettre de comprendre la diminution de l'aimantation transversale, ainsi que le Free Induction Decay, donc le signal de précession libre. En effet, on voit que lors de la relaxation, il y a une décroissance de l'aimantation transversale, une repousse de l'aimantation longitudinale, qui induit donc sur la bobine un signal de précession libre de forme sinusoïde amortie exponentielle. Pourquoi ? Parce que c'est bien l'aimantation transversale qui est responsable du signal qui est émis et donc qui est reçu, et que cette aimantation décroît avec le temps. Elle est donc responsable du T2 étoile dans la technique écho de spin. On ne peut enregistrer que les variations du vecteur magnétique dans un plan transversal, où le vecteur magnétique transversal est en mouvement. C'est bien le problème, c'est-à-dire que pour l'aimantation transversale, ça ne pose pas de problème. La précession, enfin, tout le principe se fera dans un plan transversal, mais l'aimantation longitudinale ne sera pas captée et les variations, le vecteur en mouvement longitudinal ne sera pas capté. Problème du T2 étoile. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a une technique qui va être détaillée dans le cours, c'est l'écho de spin. Et le problème du T2 étoile, c'est le problème auquel on est confronté et ce pourquoi on utilise la technique d'écho de spin. Il y a une décroissance du Free Induction Decay qui est très rapide. Pourquoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a tous les spins qui sont en phase. Petit à petit, il se déphase. Pourquoi? Parce que lui, il précède plus vite que celui-ci. Et à la fin, tous les spins s'opposent l'un à l'autre, mutuellement, deux par deux. Et cette opposition fait que le signal envoyé est nul. Le signal perçu est nul. En fait, on peut le voir aussi sur cette petite courbe. Là, on a la décroissance sur le Free Induction Decay, qui est celle-ci. Et le T2, c'est tous les maximums des échos. C'est un petit peu complexe à comprendre, mais si on regarde, ici, on a un maximum, puisque tous les spins sont en phase. On a donc un maximum. Ici, tous les spins sont déphasés. On a un minimum, alors que l'aimantation transversale n'est pas encore nulle. La relaxation transversale n'a pas encore atteint son apogée. Deux types d'inhomogénéité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les inhomogénéités d'origine moléculaire propres au tissu et les inhomogénéités du champ B0. En effet, le champ B0, comme je l'ai dit par le passé, est ressenti plus ou moins fortement par les spins, par les protons. Ils vont donc précesser plus ou moins rapidement et donc se déphaser. C'est ce qui fait que la décroissance est très rapide ici et qu'en fait, quand on prend seulement les maximums et qu'on s'est acquitté des inhomogénéités du champ B0, il faut imaginer que le T2 correspond au calcul à partir des maximums où on s'est acquitté des inhomogénéités dues au champ B0 et on ne garde plus que les inhomogénéités d'origine moléculaire propre au tissu. C'est ces inhomogénéités-là qui font que les échos ne sont jamais égaux l'un à l'autre, il y a toujours une décroissance, et c'est ces inhomogénéités-là qui nous donnent l'information, le signal et le contraste. La technique écho de spin, on a donc vu qu'à cause du T2 étoile, il y a un déphasage qui est trop rapide et qui n'est pas représentatif du tissu.
On va donc utiliser une technique d'écho de spin avec un premier pulse à 90 degrés qui permet le basculement de l'aimantation dans un plan transversal. Ça, c'est la base, c'est logique. On va exciter. Pour avoir une composante transversale maximale, on va passer dans un plan transversal, ce qui est logique. Toc, là, on a une aimantation transversale maximale. Ensuite, on va attendre, on aura une relaxation, donc une décroissance petit à petit, mais avec cette décroissance, on a aussi un déphasage. Nous, ce qu'on veut, c'est juste capter la décroissance qui correspond à l'OT2. Le déphasage est un phénomène qui se surajoute avec les inhomogénéités du champ B0. Pour s'en acquitter, on va utiliser un deuxième pulse à 180 degrés. On va travailler avec cette petite vidéo. Donc, nous revoici avec une petite animation sur le principe d'écho de spin et la technique d'écho de spin. On va voir dans un premier temps, le déphasage. Le déphasage des spins, donc là il y a eu l'onde à 90 degrés qui nous donne un maximum, le premier maximum. Ensuite il y a le déphasage des spins en fonction de leur point dans l'espace et du champ B0 qui est ressenti. Plus le champ B0 ressenti est important, plus ils vont précesser vite. Et donc, en fonction de ceux qui précessent plus vite et de ceux qui précessent moins vite, il y a un déphasage qui se crée. Là, je vais vous mettre deux petites images qui expliquent en fait le pulse à 180 degrés. Ce pulse à 180 degrés, on parle de l'aimantation longitudinale, de la résultante macroscopique. Mais dans le plan transversal, elle induit un inversement des spins. Et donc, le dernier, donc le bleu, celui qui précessait le moins vite va devenir le premier. Et en fait, c'est ce qu'on voit avec la tortue et le lapin. La tortue qui allait moins vite que le lapin finit par être au bout d'un moment devant le lapin, qui finira ensuite par la rattraper. Et là, c'est comme s'il s'arrêtait avant la ligne. Pourquoi ? Parce que, il y a les inhomogénéités d'origine moléculaire qui vont faire que le second écho de spin sera toujours plus faible que le premier. Et c'est ça qui va nous donner l'information sur le tissu qui est étudié. Donc si on reprend, on a un pulse à 90 degrés, on attend, relaxation, déphasage des spins, puis un pulse à 180 degrés qui permet de faire passer la tortue devant le lapin, et quand ils sont tous en phase, alors il y a un écho de spin. Donc là, on peut voir avec cette animation que le pulse, la décroissance, petit à petit la relaxation, et là le second pulse à 180 degrés qui fait basculer l'aimantation longitudinale dans les valeurs négatives. Puis la relaxation, là un maximum dans le plan transversal, une relaxation et un déphasage des spins, une repousse de l'aimantation longitudinale. Et voilà ce que ça donne avec une bobine. Donc petit à petit, on a un déphasage, donc le signal diminue, on envoie une impulsion à 180 degrés, le signal réaugmente, et là, à ce moment ici, on a donc un maximum. Et quand on fait la courbe avec l'ensemble des maximums, on a le T2, alors que le T2 étoile était une courbe bien plus rapide, une courbe exponentielle qui décroissante de façon bien plus rapide. Revenons donc à notre technique écho de spin avec des images plus fixes. On a donc une atténuation du signal qui se fait petit à petit, qui est due aux inhomogénéités d'origine moléculaire qui nous permettent de calculer le T2. Et forcément, on ne neutralise pas ces inhomogénéités moléculaires propres au tissu parce que c'est elles qui nous apportent l'information sur le tissu. Quand on va avoir une IRM, on va chercher à différencier un muscle d'une graisse, du liquide céphalorachidien, d'une dent, d'un os, et c'est grâce à ces inhomogénéités d'origine moléculaire qu'on va pouvoir différencier les différents tissus. Je vais peut-être traiter un petit peu les temps d'écho et les temps de repousse. On voit que sur cette diapositive, c'est un petit peu complexe pour vous, mais en fait, entre deux maximums, il y aura un temps d'écho.
on va envoyer une première impulsion à 90 degrés, attendre un temps d'écho sur 2, c'est-à-dire un demi-temps d'écho. On va envoyer une onde à 180 degrés. On aura ensuite, après, ici, donc ici c'est quoi? C'est encore à un temps d'écho sur 2, un maximum, un spin d'écho. C'est logique, c'est-à-dire qu'on envoie 90 degrés, il y a un déphasage, on envoie 180 degrés, et là on a un rephasage par la suite, c'est ce qu'on a vu avec, avec le petit schéma du lapin et de la tortue. Pour le temps de repousse, c'est le temps. Le temps de repousse, c'est le temps complet qu'il va y avoir entre deux impulsions à 90 degrés qui relancent toute la mise en marche, tout le processus d'acquisition. Donc on a donc dit un temps d'écho entre chaque écho de spin, un temps d'écho entre chaque impulsion à 180 degrés, mais qui sont déphasés chacune l'une de l'autre de un demi-temps d'écho. Problème pour maintenant, passons à ce que je vous disais tout à l'heure, le problème pour enregistrer l'aimantation longitudinale. En effet, l'aimantation on peut capter seulement les variations sur un plan transversal. Là, l'aimantation longitudinale, on ne peut donc pas la capter telle qu'elle, et malgré qu'il y a une repousse, on ne peut pas percevoir cette repousse telle qu'elle. On va donc procéder à une technique d'inversion-récupération. Le premier pulse est un pulse d'inversion, qui est qualifié d'inversion, qui correspond à une bascule de l'aimantation macroscopique M0 parallèle à B0 dans un plan, dans le même plan, mais dans le sens opposé, et donc à 180 degrés. On attend une durée de relaxation, et puis on envoie un deuxième pulse qui correspond à la récupération à 90 degrés. Je vais essayer de vous expliquer tout ça parce que je n'ai pas forcément d'autres schémas. Alors, on a donc envoyé à 180 degrés. Il va y avoir une repousse petit à petit de l'aimantation longitudinale qui va passer par un point qui était négative, qui va petit à petit progresser, puis redevenir positive. C'est logique. Imaginons que l'axe, petit à petit, elle va devenir de moins en moins négative et passer à 0, puis repousser jusqu'à reprendre sa valeur maximale M0 parallèle à B0 qui est l'état d'équilibre. Donc, il y a une relaxation. Comme on l'a dit, on ne peut pas voir cette relaxation. Il faut donc basculer dans un plan transversal. Qu'est-ce qu'on fait pour basculer dans un plan transversal? La repousse se fait petit à petit et toc, on envoie une impulsion à 90 degrés qui fait que cette aimantation-là se retrouve dans un plan transversal. Et c'est en faisant beaucoup d'acquisitions qu'on arrive à avoir une multitude de points en attendant plus ou moins longtemps le temps d'inversion, en faisant varier le temps d'inversion qui correspond au temps entre l'impulsion à 190 degrés et l'impulsion à 90 degrés qui est suivi d'un signal de précession libre. Donc, on a donc dit 3 phases. Une première phase à 180 degrés. On attend le temps d'inversion, il y a une relaxation. Et une troisième phase avec une impulsion à 90 degrés qui permet le basculement de l'aimantation dans le plan transversal et l'acquisition. L'avantage de cette technique, et pas des moindres, c'est qu'on est capable de supprimer un tissu. En effet, on voit que lorsque l'aimantation longitudinale est à 0 pour le tissu A ou le tissu B, eh bien, il n'y aura donc pas de passage dans le plan transversal, pas d'émission de signal. S'il n'y a pas d'émission de signal, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on se sera acquitté de l'émission de ce tissu. On peut en effet, en choisissant un TI très court, supprimer les graisses avec la séquence TIR, petit moyen mémotechnique, où graisse, il y a 2 S comme dans STIR, ou on choisit un temps d'inversion long, où on peut supprimer les liquides avec une séquence flair. On note le temps d'inversion est toujours inférieur au T1. C'est logique. Voilà ce qu'il en était pour la technique d'inversion-récupération. Je vais traiter le dernier aspect, le dernier point qui correspond à l'aspect des tissus en IRM. En effet, le tissu est composé en fonction de la composition du tissu et de ses caractéristiques.
il y aura un impact sur l'image et sur le contraste. On imagine bien que le muscle n'apparaît pas de la même couleur, dans les mêmes nuances de gris que la graisse ou que l'os. Et ceci est dû au T1 et au T2. En effet, on a vu deux choses. Le T2, c'est une décroissance. Le T1, c'est une repousse. Plus le T2 est long, plus il mettra du temps à décroître, puisque le T2 correspond à 37% au temps qu'il faut attendre pour atteindre 37% de la valeur d'aimantation transversale. Donc, plus le T2 est long, plus on mettra du temps pour atteindre cette valeur de 37%. Un long T2, comme le liquide céphalorachidien qu'on voit ici, apparaîtra donc en hypersignal, alors qu'un court T2, comme la substance blanche, apparaîtra en hyposignal. Un long T1, c'est l'inverse, c'est-à-dire que plus le T1 est long, plus l'aimantation longitudinale mettra du temps à repousser, et donc si elle met du temps à repousser, le signal est plus faible. Le signal émis est plus faible. Si le signal émis est plus faible, le tissu apparaît donc en hyposignal. Alors que pour un court T1, comme la substance blanche, il y a peut-être une erreur là-dedans, mais c'est pas grave. Il me semble qu'il y a une erreur dans le... Non, c'est ça, excusez-moi. Le liquide céphalorachidien apparaît, comme je le disais, en hypersignal, alors qu'ici, c'est la substance blanche, pas forcément extrêmement bien visible sur cet IRM, qui apparaîtra en hypersignal blanc. L'écho de spin pour aller plus loin. Alors là, c'est vraiment la dernière étape. Le cours ne va pas aussi loin, ou du moins il est très peu traité, mais on va essayer de traiter très rapidement la pondération. Pondération, c'est quoi? C'est donner du poids à une caractéristique d'un tissu plus qu'à un autre. En effet, il y a deux caractéristiques qui sont inhérentes au tissu, propres au tissu, le T1 et le T2. En jouant sur les temps de repousse, TR, et les temps d'écho, on obtient du contraste. Et donc, on va le voir avec cette petite animation, mais en faisant varier le TR et le TE, on pourra mettre en valeur plus le T1, même dans une technique écho de spin qui se base sur un principe de T2. On pourra donner plus de poids au T1 ou plus de poids au T2 ou même plus de poids à la densité de protons, qui ne correspond ni au T1 ni au T2. Nous voici avec les animations pour l'écho de spin. Alors, on va pas prendre le premier lien que j'ai donné, on va prendre 2 pages en avant et on va essayer de se rappeler déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est que l'écho de spin. L'écho de spin, on a donc dit, c'est une technique qui permet de lutter contre le déphasage des spins avec un premier temps à 90 degrés, enfin une première impulsion à 90 degrés, un temps de relaxation, une deuxième impulsion à 180 degrés. Il y a un temps de repousse qui correspond au temps entre deux impulsions à 90 degrés et un temps d'écho qui correspond au temps entre deux impulsions de 180 degrés. Maintenant, on sait aussi ce que c'est que le T1. C'est le temps qu'il faut attendre pour atteindre 63% de la composante longitudinale. Donc plus on a un temps de repousse qui est long, plus on laisse le temps à la composante longitudinale de repousser. D'accord? Et donc, plus on laisse de temps à la composante longitudinale de repousser, moins elle affectera la prise de valeur. En effet, on voit sur ce petit schéma deux tissus. Imaginons que c'est la composante longitudinale là. Elle augmente, elle augmente, elle augmente, et puis les deux atteignent leur maximum, tôt ou tard. Mais les différences qu'il existe au niveau de la repousse sont visibles seulement avec un TR court. En effet, si on avait utilisé, comme dans cette animation qui arrive, un TR court, alors on fait un basculement à 90 degrés, comme on a vu ici. Je peux vous le remettre. Donc là, on a fait basculer, toc, à 90 degrés. Et donc, la composante longitudinale rouge est bien plus faible que la composante longitudinale brune. Et donc, les différences qu'il existe au sein des tissus bruns et rouges pour le T1 ont affecté la valeur d'écho de spin. Maintenant, si on reprend l'animation, voilà, cette animation-là.
Donc l'animation que je vous avais donnée sur le premier lien, qui est dans la diapositive. On a donc dit que si on a un TR court, eh bien la valeur de T1 influencera l'écho de spin. Maintenant, si on utilise un TE court avec un TR court, qu'est-ce qui se passe? En fait, on utilise très peu le phénomène de déphasage. Le déphasage qui est lié au T2. Donc si on s'intéresse peu au déphasage et qu'on donne une grande importance à la différence de T1 au sein des deux tissus, on se retrouve avec une pondération T1 parce qu'on a donné énormément de poids à la valeur du T1 et à la composante longitudinale. Maintenant, si on se prend un long TR, si on prend un long TR, on a laissé le temps à la composante longitudinale, aux deux composantes longitudinales des deux tissus, d'atteindre leur maximum respectif, enfin d'atteindre leur maximum plutôt. Si on utilise un TE court, c'est ce qu'on a dit, on utilise peu le phénomène de déphasage, donc on n'utilise pas le T2. Au final, on n'utilise ni le T1 ni le T2, on a donc une valeur qui est en densité de protons. Une pondération en densité de protons plutôt. Maintenant, si on utilise un long TR et un long TE, eh bien, on a laissé le temps à la composante longitudinale de repousser, on a laissé le temps au spin de se déphaser, on utilise principalement, le signal est basé principalement sur le déphasage des spins et donc sur le T2. Et donc on a fait une pondération T2. Maintenant, si on fait un TR court et un long TE, alors on a donné beaucoup de... En fait, on aurait pu donner beaucoup de poids à la pondération T1, sauf qu'on a tellement attendu qu'on n'a plus de signal. Et voilà pour ce qui est des animations. Et voilà, c'est la fin de ce module. Je vous souhaite une magnifique journée. J'espère avoir pu vous éclairer sur la RMN. Je vous quitte sur cette magnifique petite image du Roi Lion. À bientôt.